C'est Jordan Guiton. Merci, Monsieur le Président, pour vos précisions, votre contribution ici. On sait que vous représentez un secteur hautement stratégique dans la question alimentaire en général, dans la question agricole. Je voulais savoir de votre point de vue avec la question des NTG. Enfin, moi j'appelle ça les NGT. NTG, c'est égal à nouvelle technique génomique. Déjà, est-ce qu'on peut apaiser le débat? Ancien débat OGM, NTG, c'est pas la même chose. Bien expliquer ça, dans quelle mesure vous contribuez à clarifier le débat sur cette... Parce qu'on peut dire, en gros, si on rentre dans la logique de la nature, en gros, vous faites un peu ce que font les crossing over lorsqu'il y a des... lorsqu'on est en phase de division cellulaire. Ça, c'est difficile à comprendre pour le grand public. Mais c'est essentiel de le faire passer, le message, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un processus d'accélération des sélections que vous faites de plantes par les croisements pour lesquels vous attendez patiemment génération après génération pour l'obtenir, quoi. Donc, il faut rassurer les gens sur ce plan. Est-ce que la technologie des NTG, lorsqu'elle sera, comment dire, pourra y recourir de manière courante, peut être une des réponses, au moins partiellement, au sujet du non-remplacement des molécules par lesquelles on intervient pour les questions de protection des cultures, parce que là, on gagnerait sur tous les tableaux. Est-ce que aussi, dans le monde agricole que vous connaissez bien, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se prêtent volontiers à de la recherche appliquée? Est-ce que dans ce domaine-là, on peut vraiment accélérer, disons, l'observation sur le terrain et la contribution scientifique, pour le coup, par l'intégration dans des programmes de recherche appliquée d'un certain nombre d'agriculteurs qui consacrent des carrés, etc. Enfin, comme ça se fait. Est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose qu'il faut stimuler, et comment? Et comment les pouvoirs publics peuvent agir pour vous accompagner, si tant est que vous pensez que c'est une direction dans laquelle il faut porter l'effort. Et le dernier point que je voulais vous soumettre, en ces temps où nous avons une équation difficile à résoudre, une perspective difficile à dresser, qui est celle du changement climatique, je suis sûr que vous y penchez et que vous cherchez à anticiper, en tout cas à vous projeter dans l'avenir, sachant ce qui se passe et les grandes tendances. Malheureusement, on ne sait pas tout. Comme tout ça est multifactoriel, on ne sait pas exactement où on va. En tous les cas, est-ce que vous avez d'une part une stratégie, d'autre part une visibilité de par vos propres canaux de compréhension et de recherche de ces phénomènes, et comment vous voyez la filière française que vous représentez se projeter dans cette situation de transition par rapport au changement climatique, qui va forcément lourdement impacter, parce que je crois qu'on en parle beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'on en prenne la pleine mesure. Et est-ce que les questions pour lesquelles on se bat aujourd'hui, à savoir les rétentions d'eau sous toutes les formes, bassines ou méga-bassines, etc., est-ce que ça, c'est pas finalement une réponse à court terme ou à moyen terme? Et comment est-ce qu'on évoluera dans le temps si les choses s'aggravent? Et est-ce que vous avez de nouvelles stratégies pour les filières que vous représentez? Merci. Alors, peut-être pour reprendre point par point, rapidement sur les NGT et sur l'utilité des NGT, effectivement, d'expliquer au grand public ce que sont ces technologies-là et de les faire accepter avec une forme de crainte. Je pense, l'innovation, je pense que le Covid a fait évoluer un petit peu la société sur ces enjeux d'innovation. Cela étant, on le voit bien, ça reste quand même des sujets importants. Donc, moi, je vous encourage à retrouver, ça on pourrait peut-être vous la faire passer, un document qui a été signé par les élus verts allemands en 2020 sur ces NGT qui disait pour faire face au changement climatique, on aura besoin de toutes les technologies, de toutes les innovations, y compris les NGT. Donc ça, c'est encore une fois, c'est les Verts allemands qui l'ont dit. Donc, mais je vous dis ça pour
pour dire que voilà, ces technologies, on les aura besoin, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga, c'est pas ce qui va tout régler. On a peut-être aussi eu tendance à mettre beaucoup d'attentes sur ces technologies-là. Ça reste quand même des techniques complexes. Et puis ça prend du temps. Enfin, quand on regarde aujourd'hui sur des technologies d'édition génomique dans le monde ailleurs qu'en Europe, où il y a déjà des investissements qui sont importants, les résultats commencent à arriver maintenant, quoi. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que ces enjeux, que ce soit sur le réchauffement climatique ou sur la résistance aussi aux bioagresseurs, on a besoin des semences, mais on a besoin, c'est multifactoriel. On est en train, nous, les agriculteurs, de redécouvrir ce qu'est l'agronomie. Enfin, on a passé, moi, mon père était agriculteur avant moi. Enfin, il y avait un problème, il traitait et puis ça se réglait, quoi. Bon, on n'est plus du tout dans ce mode de fonctionnement-là, et les semences vont nous amener des solutions, l'agronomie va aussi nous en amener, donc c'est multifactoriel. Donc ça, je pense que c'est aussi important de le mesurer, et là-dessus, les instituts techniques jouent un rôle important, et notamment sur cette articulation génétique-technique, en fait, et technique d'agronomie. Enfin, on voit pour les grandes cultures, Arvalis fait un énorme travail là-dessus, quoi. Et là, on a besoin d'accompagnement aussi. Et ce qui a été fait, les fonds qui ont été débloqués par l'État sur la sortie des phytos 2030 et le Parsada, donc il y a des moyens importants qui ont été mis à la disposition des filières pour trouver des solutions, des solutions de substitution aux phytosanitaires. Donc, nous, on s'est engagé là-dedans. La filière semences, on est très actifs en collaboration avec les instituts pour trouver des solutions. On est sur un pas de temps de 2030. Donc ça c'est le premier élément. Il y a déjà des choses qui existent, et la génétique, elle a déjà amené des solutions. Je suis désolé, je reparle encore du maïs, mais on avait un champignon qui s'appelle l'helminthosporiose. Aujourd'hui, il a complètement disparu parce qu'on a créé des variétés tolérantes, enfin, ou résistantes à ce champignon-là, et on l'a fait par sélection conventionnelle. Donc, on a aussi des leviers, enfin, la génétique peut amener un certain nombre de réponses. Et là-dessus, ces nouvelles techniques doivent nous permettre d'accélérer ce type d'innovation et ce type de réponse. On a aussi d'autres actions, enfin je parlais des instituts, on a nous à l'intérieur de CEMA et dans l'interprofession un fonds dédié à l'innovation sur le maïs, où on essaie de trouver des solutions sur des ravageurs sur lesquels on n'a plus de solutions phytosanitaires, le taupin, la géomise dans l'Ouest. Ça c'est des moyens qu'on met, c'est complètement indépendant des nouvelles techniques de génétique. Donc voilà, donc c'est encore tout ça pour dire, c'est vraiment multifactoriel. Quand on parle du climat et d'adaptation climatique, ou au moins de projection, et voir quelles vont être les évolutions et comment on peut s'adapter, on a lancé un travail à l'interprofession autour d'une étude prospective sur l'évolution du climat à 2050 et voir nos zones de production de semences. Alors, comment elles peuvent évoluer ou comment elles vont être impactées par le changement climatique. Donc, c'est quelque chose qu'on a démarré l'année dernière. Donc, l'objectif, c'est de vraiment prendre la mesure des risques qu'on a sur les différentes zones. Alors, moi, j'aime pas trop parler d'évolution parce que souvent, quand on parle de changement climatique, on se dit la production qui est là, il va faire trop chaud, on va la mettre ailleurs. Je pense que c'est pas la solution. En tout cas, nous, moi, je préfère me battre pour essayer de pérenniser trouver des leviers d'adaptation sur les territoires sur lesquels on est, garder les productions sur nos territoires plutôt que de se dire on va se délocaliser ailleurs en France ou ailleurs en Europe pour pouvoir continuer la production. Donc ça passe par de l'adaptation. Et là, on revient toujours sur les mêmes leviers. La génétique va nous amener des outils. L'agronomie va nous amener des outils. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, et moi je parle sur nos zones du sud-ouest, on a été très impacté par le manque d'eau en 2022-2023, on avait les réserves qui étaient vides en Occitanie, souvenez-vous, l'Ariège, l'Aude, en fait, on se rend compte que sur ces évolutions, sur ces tendances lourdes, si on renforce la ressource en eau, on ne règle pas le problème, mais on amène des solutions, quoi. Donc c'est aussi ça qu'on essaie de mettre en avant. Je parlais de réserves d'eau en Limagne tout à l'heure, enfin, dans la région de Clermont-Ferrand. C'est vraiment vers ça que ces éléments de sécurisation-là, ils sont aussi importants pour nous, quoi.
la gestion de l'eau va être un levier important. Quand on regarde le Pas-de-Calais, c'est une région importante sur des productions de céréales à paille et de plants de pommes de terre. L'été 2023, ils étaient en restriction sur l'irrigation. Enfin, on a bien vu l'hiver qu'ils ont passé, quoi. Donc il y a quand même des bonnes questions qu'il faut qu'on se pose autour du stockage de l'eau. Chez moi, sur mon exploitation, entre le 1er septembre 2023 et le 31 mars cette année, on a la pluviométrie d'une année complète. On a 850 mm, elle est à 700 et quelques chez nous. Donc, donc dire qu'on manque d'eau chez nous, la réalité, elle n'est pas là, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment tout ça qu'il faut qu'on mette en perspective. Mais on a lancé une étude, effectivement, pour essayer de mesurer les impacts